Dans ma communauté, nous partageons un langage, le français. Nous l'avons appris avec différents accents, différentes expressions, car nous venons d'un peu partout sur cette planète. Notre histoire, notre culture sont différentes, mais c'est ce qui fait notre richesse. On nous appelle les francophones. Originaire d'ici ou d'ailleurs, j'ai rencontré celles et ceux qui forment la communauté francophone de la province d'Alberta au Canada. Dans ce podcast, ils nous racontent qui ils sont, d'où ils viennent, et quels sont les liens qu'ils entretiennent avec la langue française. Ce podcast vous est proposé par la Cité des Rocheuses, centre culturel, communautaire et d'accueil francophone en Alberta. Pour ce nouvel épisode, nous avons choisi de vous présenter Lorraine, que nous avons eu la chance d'avoir dans notre équipe du centre d'accueil francophone de Red Deer. Lorraine est originaire de la République démocratique du Congo. Elle nous raconte les étapes de son intégration à Red Deer et nous partage son opinion en ce qui concerne le maintien et le développement de la francophonie en Alberta. Belle écoute à toutes et à tous. Mon nom est Lorraine Wibina. J'ai 37 ans. J'habite à Red Deer en Alberta. Et voilà, je suis maman, je suis mariée, je suis maman de deux petits garçons. Et voilà, je suis francophone. Bon, voilà, moi je suis originaire de la République démocratique du Congo. La RDC, c'est en Afrique centrale. Et je suis née, j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études là-bas, donc c'est un pays francophone. On parle en français, on étudie en français, on travaille en français. Donc le français, donc je suis née dedans. J'ai fait mes études en journalisme et j'ai un peu travaillé à la télé, à la radio, à la presse écrite également. Et je suis arrivée en Alberta en 2015. Donc j'ai été parrainée par mon époux. Lui qui a vécu ici, ça fait peut-être 16 ans maintenant. Donc voilà, au cours d'un voyage au pays, parce qu'il est aussi originaire de là. Donc on s'est rencontrés là-bas et puis on s'est mariés. Et puis voilà, le processus est parti de là. Et je suis arrivée en 2015. Bon, je connaissais le Canada de par le nom, de par l'histoire, la géographie et tout. Et moi, je savais que c'était un pays bilingue. Ah, c'est super, s'il y a un pays bilingue, ça veut dire il y a le français, il y a l'anglais. Et donc, j'aurais vraiment pas du mal parce que bon, il y a les deux. Et ben voilà, la réalité était tout autre parce que l'Alberta, évidemment, c'est une province anglophone. Quand je suis arrivée, c'était pas évident. C'était très compliqué pour moi. L'intégration, d'abord, je savais vraiment pas communiquer. C'était un autre monde, c'était une nouvelle histoire. C'est comme si tu reprenais ta vie au début, c'était comme si tu venais de naître quelque part. Il fallait vraiment tout refaire et dans une autre langue, dans une langue qui qui n'était pas habituelle, que tu n'as jamais exercée de toute ta vie. C'était un challenge, mais bon, évidemment, les anglophones sont très, très, très compréhensifs et vraiment, ils te poussent à comprendre, à aimer exercer leur langue. Et ça m'a beaucoup encouragée. Donc, j'ai commencé à prendre les cours d'anglais à CARE. J'ai appris l'anglais de là et puis voilà, tout le processus est parti de là, l'intégration est partie de là. Et puis, il y a des choses que je faisais toute seule, il y a des choses que je faisais avec mon époux, il y a des choses que, bon, la communauté anglophone, je veux dire, parce que je ne savais même pas qu'il existait une association francophone à l'époque. Et ça m'avait étonnée. J'ai appris l'existence de la CFA, si je ne me trompe pas, en 2016, je crois. Et j'étais comme, vous êtes en train de me dire qu'il y a des francophones qui vivent ici à Red Deer? Et la présidente était comme, oui, mais moi je parle français, je suis la présidente de la CFA. J'étais comme, mais vous êtes cachés où? Vous êtes cachés où?
Je suis en train de vous chercher parce que je veux exercer le français, je veux me connecter avec les francophones. Bref, c'était un peu... Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser un peu, à aller dans les activités que la CFA organisait, parce que j'étais tellement heureuse de voir que, waouh, il y a des gens qui parlent français en Alberta. C'était un peu ça, mais bon, malheureusement, j'ai pas pu continuer dans mon rêve. Vous savez, quand vous venez d'un pays comme la RDC, vous dites, voilà, où il y a plus d'opportunités au Canada. J'ai fait la communication, le journalisme et tout. Là-bas, il y a plus d'occasions, il y a plus d'opportunités, mais malheureusement, c'était pas ça, c'était pas le cas. Donc, j'ai dû un peu mettre le rêve à côté, mettre toutes ces grands... ces grands projets qu'on a toujours derrière la tête quand on arrive dans un pays qui vous donne beaucoup d'options. J'ai dû mettre ça de côté et puis voilà, embrasser la réalité, hein, parce que bon, il fallait travailler dans d'autres domaines, il fallait embrasser d'autres cultures et c'est ce que j'ai fait. Mais quand j'étais à CARE, bon, juste en échange, parce qu'il y avait des groupes de dialogue et tout ça, de conversation. Donc, il y a une dame qui m'a proposé, oh, mais il y a Show TV ici. Est-ce que ça te dirait de commencer juste peut-être faire le volontariat et tout? Je dis, ben, pourquoi pas? Mais c'était en anglais, évidemment. Ben, je me disais, bon, si c'est un peu pas embêtant, mais bon, ça me poussait juste à connaître un peu certains termes du métier. Et donc, j'ai rempli le formulaire pour faire le volontariat. Et j'ai commencé à faire le volontariat, mais je le faisais donc avec la caméra. Donc, j'étais plus derrière la caméra. On allait aux événements et tout, couvrir les événements. Voilà, j'étais plus, vraiment un peu plus technique. Juste être derrière la caméra. Je parlais pas, je posais pas des questions. C'était filmé et puis renvoyer les images. C'était fini. Mais bon, et puis après, comme j'ai dit, on embrassait une autre réalité parce que bon, on n'allait pas payer les factures avec le volontariat. Donc, j'ai dû laisser tomber parce qu'il fallait vraiment que je... Et là, parce que mon mari était dans le pétrole, quand le pétrole a commencé à chuter, donc voilà, il a couvrir les deux bouts de moi seul, c'était un peu compliqué pour lui. Donc, du coup, je devais me retrousser les manches moi aussi. Lui, il a vécu, quand il est arrivé ici au Canada en 2004, je crois, il était au Québec. Il a vécu au Québec pendant 2 ans. Il était à Trois-Rivières au Québec. Et puis, un de ses amis, parce qu'il a fait ses études en Russie, donc il a quitté de la Russie, il est venu ici au Canada. Un de ses amis avec qui ils ont fait des études là-bas était en Alberta. Alors, il a appelé, il a dit, hey, mais tu sais qu'ici, en Alberta, il y a beaucoup plus d'emplois, hein? Tu as beaucoup plus de chances de te faire un peu plus d'argent et tout et tout. Il dit, ah, ok, bah, je viendrai voir. Je viendrai, je pourrais prendre 2 semaines de vacances. Je viendrai voir et tout parce que bon, moi, j'ai déjà ma vie ici au Québec. Et il a pris son billet aller-retour. Il est venu en Alberta. Bah, il n'est jamais retourné. Donc, quand il est venu ici à Red Deer, il est tombé amoureux et puis il est resté. Depuis, il n'a plus jamais bougé. Alors, quand on s'est mariés, ben, moi, je suis arrivée directement ici à Red Deer. Je ne suis pas passée par une autre province en attendant. J'ai visité d'autres provinces, mais bon, je ne suis pas restée. Vraiment, ma vie, je l'ai commencée ici au Canada. Je l'ai commencée ici à Red Deer. Red Deer, je pense, c'est la 3e grande ville de l'Alberta. Donc, elle se situe juste au milieu, entre Edmonton et puis Calgary. Donc, toute personne qui vient d'Edmonton pour aller à Calgary passe forcément par Red Deer et vice-versa. Et c'est une petite... Bon, les gens qui y vivent, ils se disent que c'est une ville qui se développe parce qu'elle était vraiment comme toute petite. Là, on voit que plus ça grandit et puis voilà. C'est une ville calme. J'aime beaucoup. Elle est une ville très calme, accueillante. C'est que les gens qui y vivent, ce sont les gens qui travaillent beaucoup. Des vraiment travailleurs. Quand on vit à Red Deer, je pense qu'on pense pas à la vie comme la fête. Si je peux dire ça comme ça. Et j'entends les témoignages et partout, les gens qui ont été ici à Red Deer, qui sont maintenant, qui ont déménagé à Calgary ou Edmonton, qui me disent, oh mon Dieu, ici à Calgary, on fait la fête tout le temps, on est toujours dans les fêtes, on est toujours dans les activités, c'est super et tout. Mais ce ne sont pas vraiment des choses que tu vois à Red Deer. C'est une ville vraiment, vraiment très calme.
Euh, on- j'aime beaucoup, j'aime le côté. Il y a, c'est une petite ville que tu peux faire le tour du centre-ville en quelques minutes à pied. C'est pas très grand en tout cas, mais ça a une beauté que tu ne peux pas expliquer. C'est juste accueillante et puis voilà, c'est calme. J'aime le côté calme de cette ville. Ouais. Mais justement, le côté calme de Red Deer, c'est bien, mais c'est pas avantageux pour quelqu'un qui est nouvellement arrivé, parce que ça n'aide pas beaucoup. Et voilà, du coup, je savais même pas qu'il y avait des communautés noires. C'est que quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, que tu as la même couleur de peau, tu regardes comme, hey, est-ce que par chance tu serais de mon coin? Donc, avec un sourire, parce que bon, il y a aussi des pays de l'Afrique qui parlent pas français. Donc, du coup, on se salue en anglais, juste aller un peu là. Est-ce que par hasard, tu viendrais pas de la RDC ou des choses comme ça? Et les communautés ne sont pas très visibles. Et c'est une chose qui n'aide pas beaucoup l'intégration parce que quand on arrive, on se dit, OK, à qui est-ce que je parle? Qui peut m'aider ici? Est-ce que je peux trouver on n'a pas ça du coup. C'est vraiment quelque chose que tu dois creuser un peu toi-même, chercher, voir. Et c'est ce côté-là qui n'aide pas du tout à Red Deer parce que tout le monde est un peu dans son coin, tout le monde est un peu, voilà, moi j'ai 3 boulots, je travaille beaucoup, j'ai pas le temps et tout ça. C'est vraiment ce côté-là bon, qui n'est pas positif, mais il y a beaucoup de communautés. C'est en travaillant dans l'intégration que j'ai pu découvrir que, oh, waouh, il y a telle communauté. Oh, ça existe. Vous avez des activités aussi. Oh, waouh, mais vous n'en parlez pas. Pourquoi? C'est juste en parlant avec eux que tu creuses, que tu sens que voilà, il y en a beaucoup. Il y a des communautés qui sont là, mais bon, vraiment pas très visibles, non. Il y a 2 années en arrière, on découvrait que les familles congolaises habitaient ici. Alors, à chaque fois qu'ils viennent, enfin, on échange, on sent qu'ils ont commis beaucoup d'erreurs. Ils sont allés peut-être prendre des contrats par exemple, disons, comment on dit, contrat de provider, je sais pas comment on dit ça en français, soit pour le téléphone, pour l'internet et tout ça, ça leur a coûté cher ou acheter une voiture et à cause de la barrière de la langue, ils ont dû signer des contrats qu'ils ne devaient pas et ça, à la fin, ils payent des factures colossales juste parce qu'ils n'ont pas compris certains détails. Et vous vous dites, mais vous étiez où? Pourquoi vous n'avez pas appelé les gens? Et alors, tout ce qu'ils disent, on ne savait pas qu'il y avait des Congolais ici. On ne savait pas qu'il y avait des gens qui parlaient notre langue. Donc, du coup, la question, c'est que il faut se faire visible. Il faut vraiment que les gens sachent que quand j'arrive à Red Deer et que je suis Camerounais, je peux trouver une association. Je suis Guinéen, je suis Nigérian, je suis Congolais. C'est ça. Non, vraiment, c'est avec le temps de travailler avec eux. Mais bon, malheureusement, avec tout ce qui se passe actuellement, tout le monde se rétracte encore de plus en plus. Tout le monde est un peu en plus dans son coin. Ça n'arrange vraiment pas les choses. Mais voilà. Quand je suis arrivée, je commençais à appliquer. Bon, enfin, quand il fallait que j'entre sur le marché du travail, j'ai commencé à appliquer un peu partout parce que bon, j'avais pas d'expérience. Et c'est quelque chose aussi qui te rattrape un peu. Bon, quand tu n'as pas d'expérience canadienne, c'est comme, on ne sait pas qui t'es. Donc, je ne pourrais pas engager quelqu'un que je connais vraiment pas le background. C'est très compliqué. Du coup, c'était vraiment des petits jobs comme sans expérience, dont ils n'ont vraiment pas d'expérience. Donc, moi, j'appliquais partout, mais le seul endroit, ils m'ont engagé tout de suite parce qu'ils engagent sans expérience. Ils n'en ont vraiment pas besoin. C'est une compagnie qui s'appelle Olimel. Donc, eux, ils travaillent, c'est un peu comme une chaîne alimentaire. Ils travaillent avec donc c'est les ports. Donc Olimel c'est au Québec je crois et puis c'est ici. Je crois qu'il y en a deux. Là-bas ils travaillent le poulet. Ici c'est les ports. Donc tout ce qui est port, tout c'est là-bas. Donc c'est une très 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 grande compagnie et ça engage beaucoup d'immigrants. Vraiment, je peux dire 99%
des travailleurs là-bas sont des immigrants et ils vont même les chercher dans leur pays d'origine. Hein. Donc, ils vont même, oui, ils ont des contrats avec des pays comme ça. Ils prennent des gens. Donc, vous êtes obligé de travailler 3 ans avec nous et après, on pourrait vous faciliter donc avoir de résidents permanents et voilà, continuer comme ça. Donc, ce sont des choses que voilà, les pays en collaboration évidemment avec le Canada font. Donc, c'est là que j'ai commencé. J'ai travaillé là-bas. Pendant que je travaillais là-bas, je travaillais aussi dans les magasins, donc dans un mall, dans les magasins de vêtements pour enfants. Donc, j'étais revendeuse là-bas et voilà. Et à part ça, pendant que j'étais encore à Olimel, je travaillais encore dans un camp de, comment je peux dire, un camp, voilà, les camps quand les gens viennent en retraite, un peu se mettre en retrait. Et j'ai travaillé dans la cuisine. J'étais dans la cuisine, donc préparer les buffets, préparer à manger parce qu'ils mangeaient le matin, à midi, le soir, préparer tout ce qui était bouffe pour eux. Donc voilà, j'avais ces 3 boulots-là en même temps. Je travaillais. Oh, c'était dur. Bon, je travaillais à l'époque parce que j'avais pas encore d'enfant à l'époque. Et voilà, mon époux avec son travail de oil field, donc il était toujours un peu parti comme on dit, Fort McMurray, c'est un peu plus au nord, donc des fois il partait pendant 3 semaines, donc voilà. Et quand il revenait, bon, moi je me disais il faut que je m'occupe et tout, et surtout que c'était un peu les hauts et les bas. Des fois il avait les contrats, des fois il n'en avait pas. Quand j'ai eu mon premier fils, j'ai laissé tomber, je suis restée à la maison pendant une année pour le congé de maternité. Mais après, parce que je voulais pas retourner, c'est un travail très, très dur. Très, très dur. Et personne ne m'encourageait à aller là-bas. Les gens de ma communauté étaient comme, ouais, t'es folle, pourquoi tu travailles là-bas? C'est dur. Oui, c'est dur parce que tu restes debout, tu travailles pendant peut-être 10 heures de temps debout. Et c'est pénible. Vraiment, c'est pénible. Mais bon, je leur disais, hey, voilà, j'applique partout, on ne me prend pas. Est-ce que vous voulez que je fasse? Je travaille là-bas, je gagne, je mets du pain à ma table. Voilà, c'est bon, ça. Je fais ça et voilà. Et après, je suis tombée enceinte de mon deuxième. Je suis encore retournée là-bas. Je suis encore retournée parce que je me disais, bon, il me faut quand même un congé de maternité, je dois travailler. Donc, j'ai travaillé pendant à peu près, 7 mois. 6, 7 mois pour juste bénéficier un peu de congé de maternité. Et là, bon, j'ai arrêté, j'ai eu mon deuxième fils, et quand j'ai commencé à avoir mon congé de maternité, boum, je vois une annonce sur la page de la CFA. C'était l'annonce d'une travailleuse en établissement à la Cité des Rocheuses, à Red Deer. C'était les anges qui étaient comme, Alléluia! Pour moi, c'était comme, wow, travailler en français ou à Red Deer. Je rêve, je veux ce poste. Mais en même temps, j'avais un tout petit bébé. Je me disais, mais comment je vais faire? Mon mari me disait, t'es folle. Comment tu vas faire? J'ai dit, je sais pas. Je sais pas, mais j'ai envie d'essayer. Je sais pas, mais je vais y aller. Elle dit, bah, vas-y, tente. Et je me rappelle, je tapais mon CV avec mon bébé comme ça. Malheureusement, ils ne peuvent pas voir comment je fais, mais ils vont dire que je tenais à ça, pour avoir ce travail et tout. Et voilà, j'ai appliqué. Quelques temps après, j'ai reçu le email de Hervé. J'étais comme, oh! On a fait une interview en ligne et puis après, ils m'ont dit, bah voilà, je pense que c'est bon, tu es notre candidate retenue. Oh mon Dieu, j'étais contente, mais en même temps, je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec le bébé? Comment je fais avec le bébé? Il est tout petit, il avait que 4 mois. Et ouais, il avait 4 mois quand j'ai commencé à travailler à la Cité des Rocheuses. Je suis allée à Calgary pour une formation, une semaine. J'ai resté à l'hôtel avec le bébé. Ils n'ont jamais vu le bébé. Donc, en fait, je m'organisais tellement pour que
Je dis, je veux en même temps sauver ce travail, en même temps, je veux pas qu'ils sentent que voilà, je suis une mère éparpillée et tout. Je vais vraiment tout mettre ensemble, que mon côté professionnel, que voilà, je fasse ressortir mon côté professionnel et laisser un peu ma vie de famille, un peu les séparer. Et je pense que jusque-là, je le faisais bien parce que voilà, je m'arrangeais toujours pour que voilà, les deux tâches ne s'entremêlent pas. Et ce qui était fait jusqu'à ce que ben voilà, le Covid arrive. Ben on était maintenant la chose que j'arrivais à partager, à dissocier, c'était très compliqué de le faire en étant sous le même toit parce que j'avais mes enfants avec moi et j'avais mon travail avec moi en même temps. Là, je payais des gens pour prendre soin de mes enfants pendant la journée. Et quand la journée était finie, tu rentres à la maison, tu prends tes enfants, bah, tu reprends ton rôle de maman, tu es là, tu les sers. Mais là, je devais tout faire en même temps. Et être au téléphone, et être dans les réunions, et appeler les gens, et s'occuper de celui qui pleure, et porter. C'était un peu trop d'émotions entremêlées avec tout ce qui se passait, toutes les limitations. Tu peux pas toucher à ça, tu peux pas aller là-bas, tu peux pas sortir, c'était juste vraiment beaucoup. Et voilà, jusqu'à ce que, bon, j'ai dit à Hervé, à Alejandra, je pourrais plus. Je pourrais plus, mon rôle de maman, je pense que ça commence à prendre un peu plus le dessus et je deviens de moins en moins productive. Nous n'avons pas besoin de ça pour le centre parce que le centre doit survivre et tout. Bref, j'ai donné mes raisons. Euh, voilà, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Je suis encore à la maison, je prends soin de mes enfants et voilà, le Covid est encore là aussi. Ouais, c'est des aventures. C'est comme ça, tu dis, OK, j'essaye. Moi, c'était le côté travailler en français. Je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. Je dis, je vais travailler à Red Deer en français. C'était tout un rêve, en fait. C'était vraiment un rêve. Et je me sentais tellement fière de faire ça. Je travaille en français. Bon, c'est vrai, j'étais en réunion tout le temps avec des gens qui parlaient anglais, mais ce côté de rendre service en français me rendait, c'était bien. C'était vraiment super. Oui, oui, ça m'a ouvert des réseaux, surtout dans le domaine, dans le côté, comment on appelle ça? Intégration, immigration, intégration, parce que ce sont les anglophones qui donnent ces services-là. Et je me suis retrouvée à travailler, au fait, avec mes professeurs d'anglais. C'est ceux qui m'ont donné les cours d'anglais et tout. Voilà. Oh, Lorraine, c'est toi! Oh, c'est super! Mais oh, t'as trouvé du grand mondial! Et c'était vraiment des ouvertures comme, tu vois, j'étais une étudiante modèle, selon eux et tout. Alors, quand ils me voient porter comme une autre casquette, se disent, oui, mais oui, tu sais, je connais quelqu'un qui pouvait, et c'était toujours, je connais quelqu'un, je te mets en contact avec quelqu'un, tu prends le numéro de quelqu'un. Ça s'élargit, ça n'arrêtait pas, quoi, ça s'élargissait, et c'était un peu plus facile pour moi parce que j'étais un visage assez connu dans ce milieu-là parce que j'étais immigrant et tout. Ils m'ont donné des services et moi, maintenant, j'étais en train de faire la même chose qu'eux. Oui, ça m'a ouvert les portes. Même avec les communautés, parce que bon, moi, je suis congolaise, je vis là, je ferais quoi dans la communauté nigériane, par exemple, ou ghanéenne. Mais là, maintenant, là, bah oui, j'ai des contacts là-bas, je peux aller, je connais quelqu'un, je connais toujours quelqu'un qui connaît. C'est vraiment comme un réseautage et oui, ça m'a ouvert les portes, oui. À la maison, on ne parle que français. Je vais donner suffisamment de cette langue à mes enfants parce que malheureusement, c'est ce que je pense que c'est la raison pour laquelle les francophones se cachent un peu parce qu'on se sent englouti par l'anglais et on ne fait pas d'efforts. On se dit, ben, on subit, c'est comme ça. On est dans un milieu anglophone, mais pourquoi s'efforcer? Pourquoi le français, ça sert à rien? C'est comme si on était en train de renoncer à une partie de nous. Et c'est ce que beaucoup font ici. On le voit avec les enfants. Des fois, quand je rencontre des familles, mais pourquoi ils parlent pas français? Ben, bon, ça leur sert à quoi? Ça va leur servir à quoi? Et on prend ça du fait que nous, on est venus ici en tant qu'adultes. On est adulte, on est responsable, donc on doit payer des factures, on doit faire des choses comme ça. Et on a senti un peu ce blocage du côté professionnel à cause de la langue.
se dit, je peux pas accéder dans des postes supérieurs parce que bon, si on me donnait le même poste en français, c'est ma tasse de thé. Mais quand tu sais en anglais, c'est une barrière, tu dis, je peux pas faire ça. Mais alors que tu peux faire ça dans ta propre langue. Pour moi, pour nous, c'est un blocage. Alors, on ne veut pas de ça pour nos enfants. C'est ça le réflexe. Je dis, je veux pas que mes enfants puissent avoir ces, mais ils n'auront pas ça. Parce que c'est différent. Ils sont nés ici, ou alors ils sont venus très jeunes, ils commencent à grandir ici. L'anglais va évidemment prendre le dessus. Alors, donne-leur suffisamment de français pour qu'ils soient un peu plus équilibrés. Et malheureusement, beaucoup dans le milieu francophone ne passent pas cette langue-là à leurs enfants. J'ai parlé dernièrement à une amie qui me dit, Lorraine, mes enfants ne parlent qu'anglais. C'est une Camerounaise. J'ai pleuré. Sérieusement, mes larmes ont coulé. J'ai dit, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu rends pas service à tes enfants. Non, leur papa ne veut pas, parce que leur papa était médecin au Congo au Cameroun quand il est venu ici. N'arrivait pas à trouver du travail. C'était un blocage. Alors, cette colère l'a fait carrément haïr la langue. Se dit, ça me sert à rien, cette langue. Ça me fait perdre même ce que j'aime de plus, être médecin. Je peux même plus exercer parce que je connais pas l'anglais, je parle pas l'anglais. Et tu sens que tous tes rêves s'écroulent et dit, je ne veux pas de ça pour mes enfants. Du coup, ça prive aux enfants une richesse, parce que c'est une richesse. Donc voilà, c'est ce côté, je sais pas comment, c'est un défi, c'est tout un défi. Est-ce qu'il faut commencer à un peu promouvoir encore la langue française ici? Je sais pas comment utiliser le terme, mais oui, c'est malheureusement ce que nous vivons ici à Red Deer. Je ne sais pas pour vous à Calgary ou dans d'autres villes, mais à Red Deer, ou dans certaines communautés, c'est un peu la difficulté. Voilà. Mais moi, je me dis, mes enfants vont aller à l'école en français. Dans les couloirs, ils vont parler l'anglais comme ils veulent, mais quand ils doivent apprendre, c'est en français. Je leur parle en français, je leur mets devant les dessins animés en français le plus possible. C'est vrai, ils connaissent certains mots, ils apprennent, ils vont le parler. Mais je veux vraiment, quand ils s'adressent à moi, que le français soit la première langue qui leur vient en esprit. Donc voilà, je ferai de mon mieux et c'est notre combat à nous, mon mari et moi. Je pense que l'Alberta les francophones de l'Alberta doivent quand même sortir un peu la tête de l'eau. C'est tout ce que je peux recommander. On est une force. C'est étonnant de voir le nombre des Franco-Albertains qui vivent ici en Alberta. Et c'est malheureux de constater que de ne pas vivre l'impact du français en Alberta en même temps. Et c'est ça, ce contraste-là qui se dit, OK, c'est dû à quoi? Pourquoi c'est comme ça? On va voir une grande population, des gens qui parlent français, mais bon, en même temps qui sont pas influents. On ne sait pas, on tombe pas sur les métiers en français comme ça. C'est vraiment, il faut creuser. Mais pourquoi? Et je pense que je sais pas comment on doit faire ça, je sais pas, mais je trouve qu'on peut arriver à trouver un moyen de sortir un peu la tête de l'eau. Et si maintenant, à ce siècle, on doit signer des pétitions et des pétitions et des pétitions sur pétitions pour garder l'université en français en Alberta, je pense qu'on est vraiment loin du compte. Vraiment beaucoup trop loin du compte. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. On ne peut pas rester la tête sous l'eau. On ne peut pas rester vraiment comme ça sans rien dire. On espère vraiment que ça ira beaucoup mieux dans les années qui arrivent et puis voilà, que les choses peuvent changer si on veut et si on travaille dessus. Un grand merci à Lorraine pour son témoignage et son implication dans la communauté francophone de Red Deer. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis, votre famille ou sur les réseaux sociaux. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle rencontre. Pour tout savoir des actualités de notre centre communautaire et culturel, allez consulter notre site internet www.citedesrocheuses.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux. À très bientôt.